Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 120. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Avant de vous présenter à mon invité pour cet épisode, j'ai une grande nouvelle. Je suis ravi d'annoncer que j'ai rejoint Evergreen Podcasts, un réseau géré par une équipe diversifiée de grands professionnels, d'hôtes de podcasts expérimentés et d'experts avertis. Evergreen crée et sélectionne avec soin les podcasts de son réseau, fournissant du contenu de grandes marques et de leaders d'opinion dans une grande variété d'industries. Leurs solutions créatives de marketing et de distribution aident à unir les publics avec des voix authentiques. En rejoignant Evergreen, cela donnera potentiellement à mon podcast de nouvelles voies de croissance, contribuera à améliorer la qualité et garantira que je peux le maintenir à l'avenir. Poursuivant alors, mon invité aujourd'hui est Thomas Bucaille. Thomas est SVP et DRH de Petit Bateau, un fabricant et marque française de vêtements résistants depuis plus de 125 ans. Précédemment, Thomas a tenu des rôles importants de RH chez Ralph Lauren, Condé Nast et Christian Dior Couture. Dans cette conversation avec Thomas, nous discutons de la belle marque de Petit Bateau, comment la culture interne est en lien avec la marque, comment les magasins Petit Bateau se sont organisés et maintenus pendant la pandémie. On regarde comment le rôle de RH peut être moteur de la culture, du changement, la loi Pacte et le travail en hybride. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Thomas. Bucaille, écoute, c'est extraordinaire de t'avoir en ligne, pouvoir faire un entretien avec toi depuis tant qu'on se connaît. On a évidemment partagé un peu de temps chez L'Oréal, il fut un temps. Et depuis, tu as fait un beau parcours, notamment dans les ressources humaines, et qui plus mieux pour en discuter dans des temps tellement difficiles humainement qu'avec toi, qui est maintenant en charge de CSR et des ressources humaines de cette belle marque française, Petit Bateau. Thomas, en tes mots, comment est-ce que tu souhaiterais te présenter? Qui es-tu? D'abord, merci et c'est toujours un plaisir de te retrouver. Donc, moi, je suis effectivement en charge des ressources humaines de Petit Bateau et également de l'agenda RSE qui est devenu de plus en plus important. Je suis dans les ressources humaines depuis 20 ans maintenant, avec beaucoup de passion pour développer les talents et pour faire bouger les organisations. Et auparavant, j'avais effectivement commencé dans le business. À l'international, chez L'Oréal, belle maison. Donc, préoccupation première, les gens, c'est eux qui font marcher les entreprises et qui en constituent l'âme, le sel, et avec une préoccupation la plus proche de la réalité des organisations, de la réalité du business possible. Alors, on va commencer avec la marque Petit Bateau, car en fait, c'est une très belle marque. J'ai eu des enfants, je l'ai regardé, je l'ai acheté, j'en ai encore parce que ça dure chez vous. Mais comment est-ce que tu décrirais la marque Petit Bateau? Petit Bateau, c'est d'abord une maison qui existe depuis 1893, qui a été fondée par une famille et qui, au bout d'une vingtaine d'années, a inventé un produit extraordinaire, moderne, libératoire, qui est la culotte. Et c'est à ce moment-là que la marque Petit Bateau est née, il y a un peu plus de 100 ans maintenant, parce que pour tous les Français le connaissent, la petite comptine, maman, les petits bateaux ont-ils des jambes? Et donc, c'est une marque, tu disais, marquée par la durabilité. On fait des produits durables, on est inscrit dans le temps. Il y a une première famille à diriger Petit Bateau pendant 100 ans. Elle a passé le relais à la famille Rocher. Donc, on a à nouveau un groupe familial. Et c'est une marque liberté, qualité, durabilité. C'est un peu notre motto. Et ça nous rend quand même très modernes parce que cette durabilité, le fait que les produits Petit Bateau, c'est une expérience que chacun a, il se passe de génération en génération depuis les générations, c'est de l'économie circulaire avant la lettre. Donc aujourd'hui, notre préoccupation autour de la protection de la planète
et de la connexion des enfants à la nature, elle est complètement naturelle par rapport à cette souci de durabilité. Alors, pour quelqu'un qui a travaillé dans des groupes comme Condé Nast, L'Oréal, Dior, LVMH, etc., donc tu connais ce que c'est de travailler dans des groupes qui sont cotés. Mhm. Et je voulais savoir comment tu exprimerais l'avantage ou pas d'être une société privée ou par rapport à la flexibilité de gérer la marque. Alors, incontestablement, incontestablement, le fait d'être inscrit dans un projet de long terme, porté par une famille, incarné par des hommes, c'est un avantage énorme pour une marque. Cela nous permet euh, d'être à l'écoute de notre ADN, d'être à l'écoute de notre client et pas à l'écoute des soubresauts de la bourse. Maintenant, les affaires que tu as citées, c'est aussi des gens qui s'inscrivaient dans la durée et qui avaient le souci de construire des marques sur le long terme. Mais avec le groupe Rocher dont fait partie Petit Bateau, il y a quand même un cran de plus, c'est-à-dire que le groupe Rocher est devenu aujourd'hui le premier groupe français à être une entreprise à mission. Hein. Il y a un nouveau contexte légal qui est celui de la loi Pacte, avec aussi l'ambition pour l'international d'atteindre une certification Bicorp. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la famille, il faut gagner de l'argent parce que ça, c'est un signe de professionnalisme, c'est une garantie de survie, mais c'est pas pour le principe ou pour le plaisir, c'est pour remplir une mission qui est de reconnecter les gens à la nature. C'est pour, dès le départ, hein, Yves Rocher a souhaité développer son affaire pour défendre son territoire. Nous, chez Petit Bateau, on est très ancré dans notre territoire troyen. Notre métier de la bonneterie, c'est-à-dire de la maille, de coton, il est très ancré dans notre territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est très en phase avec notre actionnariat familial. C'est chouette. Alors, dans, je suppose que tu imagines ça peut-être, en tout cas vis-à-vis de mes écrits. Je parle souvent que la marque doit être interne aussi bien que externe. Donc, les tiers parties, les clients, les distributeurs, les agents et en plus, au-dessus de tout, avec les employés. Mhm. Et je sais que tu écris beaucoup, toi, sur la culture de l'entreprise. Comment est-ce que tu allies la notion de la marque de Petit Bateau et la culture qui y règne? Alors, je voudrais d'abord juste citer une anecdote qui va dans ton sens. On a demandé à un expert externe de nous aider sur notre sourcing de coton et la transformation de notre sourcing vers du coton bio, organique. Il est allé interroger nos fournisseurs. Il est revenu vraiment très, très étonné et admiratif de la qualité de relation que la marque entretient avec les fournisseurs de fils de coton et le plaisir finalement que les fournisseurs des filateurs avaient à travailler avec nous, même s'ils nous trouvaient très exigeants. Et je pense que c'est aussi une métaphore de la culture un peu de Petit Bateau. Bon, d'abord, Petit Bateau, c'est une entreprise qui est de gens qui sont passionnés, qui sont fiers d'appartenir à une des plus belles marques françaises, fiers de travailler dans quand même pour des familles avec du sens. On fait des produits qui ont du sens. Et ça, c'est quand même, ça génère un très très fort sentiment d'appartenance. Après, c'est pas du tout exclusif d'une volonté d'exigence. Et c'est un peu ça la culture de Petit Bateau, c'est de la créativité, de l'optimisme, mais aussi le sens de la responsabilité. Car en fait, on parle de openness, courage et l'authenticité Oui. comme étant des éléments clés de la culture. Et je voulais faire un espèce de lien openness, liberté, authenticité, durabilité. J'essaie de faire un lien de ma tête. Bon, le lien, tu as raison de le faire. En même temps, je pense qu'il faut qu'on le perfectionne. On a redéfini alors c'est un peu entre nous, hein, on a redéfini notre plateforme de marque
assez récemment parce que dans les périodes difficiles comme celle qu'on est en train de traverser, je pense que c'est important de se souvenir avec précision de qui on est. Hein. C'est des choses qu'il faut faire périodiquement parce que sinon on tend à s'éparpiller un petit peu. Donc on a passé pas mal de temps ces derniers mois à redéfinir notre plateforme de marque, liberté, qualité, durabilité. Peut-être que sa traduction en interne, ça devient un petit peu trop... faut qu'on la réexprime peut-être avec des mots plus forts, très contemporains, mais tu as raison, c'est un changement dans la continuité. Et effectivement, les valeurs de courage, d'authenticité sont complètement en phase avec notre obsession de la qualité. Bien sûr. Et la qualité, elle s'exprime très largement par la durabilité. Et moi, j'ai envie de dire par rapport à openness, courage et authenticité, Mhm. et ne le prends pas mal parce que je prêche ça, Mhm. c'est plus vieux. C'est-à-dire que c'est des traditions, c'est des Ouais, valeurs de tradition, de force de l'histoire. Et je pense, en tout cas, par rapport à openness, qui est ouais, comme la transparence, qui est un truc un peu plus moderne, et j'en parle beaucoup de ce ouais, besoin de courage dans mon dernier livre et de ouais. l'authenticité. Donc, je suis pour cette espèce de capacité de s'ancrer dans son histoire et d'avoir le courage de dire ce qu'on pense et d'avoir cette exigence quelque part aussi. Ouais. Non, c'est très important. Alors, c'est vrai que l'openness et la transparence, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et on est fiers d'être transparent et on est fiers d'être authentique, d'être complètement en lien avec notre histoire. On est dans la continuité. C'est fou parce qu'on a une usine à Troyes et où on a des ouvriers, des ouvrières qui sont souvent chez nous. Moi, j'ai remis des médailles du travail de 40, 44 ans, 46 ans, et avec la même passion d'appartenance. Alors, c'est pas toujours rose, hein, parce que ça nous arrive aussi de nous disputer, mais c'est comme des vieux couples un petit peu peut-être. Donc le courage, oui, il est fondamental. Le courage, c'est aussi de temps en temps de se remettre en cause, d'arrêter. Récemment, par exemple, on a arrêté les produits pour hommes. On a fermé un certain nombre de nos bureaux parce que ça n'avait plus de sens dans un monde digital. Donc, il faut savoir prendre des décisions qui ne sont pas toujours très, très, très faciles. Et puis, il faut assumer qui on est. Je te cite un exemple aussi qui est très important pour nous, qui est que on est une marque française avec un ancrage français, troyen. On a 900 personnes à Troyes qui est réel. Mais le fait est que nos produits sont confectionnés au Maroc. Et on pourrait essayer de le cacher. Oui. On pourrait essayer de le cacher et jouer sur l'ambiguïté, maison française de qualité, etc. Non, on a voulu jouer la transparence et ça, je crois que c'est faire preuve de courage. Et tu as tout à fait raison que dans le management, c'est une des valeurs cardinales parce que les gens ont besoin de savoir. Pour moi, c'est très lié avec la transparence et je crois que tu le dis Oui. également, je crois l'avoir lu. C'est-à-dire que si tu dis les choses, eh ben, tu respectes davantage l'humain en face de toi. C'est-à-dire que tu prends la responsabilité de ce que tu fais, you're accountable, tu as la comptabilité. Alors, donc, dans cette période difficile Ça, c'est qu'on vraiment est, une valeur importante chez Petit Bateau. Alors, qu'il faut qu'on cultive peut-être, parce que, mais être accountable, de savoir qui fait quoi et de take charge of your actions. et en fait, c'est la thèse de mon dernier livre, car en fait, moi, je pense que même si on n'a pas un employé qui nous rapporte, on a besoin d'être en charge de soi-même et Mhm. d'être responsable de soi-même. Et c'est comme ça qu'on deviendra un meilleur leader. Mais je voulais te demander, Thomas, par rapport donc les gens, tu as des gens qui sont des cinquantenaires, quarantenaires, etc. chez vous. Les nouveaux employés que tu recrutes, quand tu dis ça, ils te regardent pas avec les yeux, oh, bah, pas pour moi. C'est ce que j'entends souvent, en tout cas. Oui, alors, non, d'abord, je pense que les valeurs d'authenticité, de courage, de transparence,
c'est des valeurs qui parlent aussi bien aux jeunes générations. Les jeunes, ils ont besoin de savoir où ils en sont, ils ont besoin qu'on les bullshit pas, et ils ont besoin de savoir où ils sont. Et je ne te parle même pas en tant que citoyen, où la valeur de transparence est encore plus forte. Non, en tant que membre d'une communauté de travail, ils ont besoin d'être aussi, d'avoir le sentiment qu'ils ne sont pas managés, ils ne sont pas gérés, mais qu'ils sont en charge de leur propre carrière. Et donc ça, c'est peut-être une différence de mots, de style, et puis je pense que la fierté d'appartenance, elle se joue différemment, mais c'est quand même plus sympa de travailler dans une entreprise où la marque, quand tu es dans un dîner, quand tu es avec ta famille, les gens ont beaucoup de bienveillance. Et ça joue quand même. Non, non, je pense que Alors après, je pense qu'effectivement, c'est des mots différents. On a une entreprise qui est, comme beaucoup d'entreprises, mais peut-être plus que celles d'autres de notre secteur, on a vraiment des gens qui conçoivent des produits, qui les vendent en ligne, qui communiquent. On a des gens qui les fabriquent et on a des gens qui les vendent dans les boutiques. C'est trois populations très différentes et avec des gens qui ont des vécus très différents. Il faut respecter les différences de vécu. Hmm. Ça, en fait, justement, quand on parle de créer une culture, quelque chose que tu prends à bras le corps, les ressources humaines dans les entreprises, c'est pas toujours la source de la culture. C'est gestion derrière, c'est la paperasse, enfin, il y a beaucoup de ça. Alors, quel est le secret pour que quelqu'un qui est dans les ressources humaines puisse avoir ce genre de force de frappe sur une culture? Puisque généralement, enfin, c'est souvent les autres départements, le commerce, le PDG en tout cas, qui va gérer. Alors, oui, alors, je crois que ça dépend quand même. C'est quand même une affaire de direction générale. Ça part c'est la rencontre, en fait, entre l'ADN, on va dire les choses comme ça, et la vision. C'est ce qui existe et là où on veut aller. Ce qui existe, c'est la culture qui est dans les murs, qui est dans l'histoire, qui est portée par les gens. Mais là où on veut aller, ça, c'est quand même une vision de direction générale. Et c'est l'interaction entre les deux qui fait évoluer la culture. Et Mm. là, je pense que le rôle des ressources humaines, c'est de mettre en œuvre toute une série de choses qui vont faire que cette sauce prend et que la vision se traduit dans les people, dans l'organisation et au fur et à mesure dans la culture. C'est le type de gens qu'on recrute, c'est le type de gens qu'on promeut, c'est éventuellement le type de gens qu'on sanctionne. Ça, c'est très important aussi. C'est la formation, c'est la communication interne. Pour moi, c'est un des éléments stratégiques d'une entreprise moderne et je pense que c'est un des éléments clés des ressources humaines. On communique jamais assez. Là, en plus, avec une frontière interne-externe qui devient très poreuse, il n'y a qu'à voir LinkedIn, hein, est-ce que c'est de la communication interne, est-ce que c'est de la communication externe? C'est très difficile à dire, mais il est certain que c'est de la communication interne qui doit être maximisée, avec beaucoup de présence humaine, hein, de présence, d'incarnation. Et là encore, je vais peut-être à rebours de beaucoup de choses, mais je l'ai vu, et de ce point de vue-là, j'ai un patron assez formidable, mais c'est la présence sur le terrain au contact des gens dans la mesure du possible. C'est pas une très très grosse société, Petit Bateau, hein. C'est cette présence physique, cet dialogue d'homme à homme, de personne à personne, qui fait la vraie communication interne. Et c'est ça aussi qui fait bouger la culture. Et en te poursuivant, tu as cité LinkedIn. Donc, on parle de marque, on parle de culture, on parle de la porosité entre l'interne et l'externe, cette transparence donc, qui nous le rend quelque part. Quelle est la position que vous avez par rapport au branding des exécutifs et des employés sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est encouragé, encadré, verboten? C'est comment tu vous faites? Alors, je dirais que globalement, c'est encouragé.
Après, il y a quand même des limites. Alors, il y a deux types de limites. Il y a une limite pour laquelle on est d'ailleurs connu parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui porte notre nom. Tu n'as pas le droit de dévoiler des secrets de l'entreprise sur les réseaux sociaux. En Normal. l'occurrence, des photos de la collection qui n'est pas encore présentée au public dans ta page d'amis Facebook qui est ouverte à tous les vents. Ouais, il manquerait plus, Donc quoi. ça, ah ouais, mais ça a été quand même très compliqué Ah. et ça fait une affaire juridique qui a fait jurisprudence. Après, on est quand même, on encourage quand même beaucoup euh, nos collaborateurs, les membres de l'équipe, hein, à s'exprimer parce qu'on sait qu'ils comprennent. Alors c'est à nous de les aider à comprendre ce qui se passe, ce qu'on veut faire, le sens de la marque, mais la fierté d'appartenance est telle que généralement, et il y a forcément un peu des scories, et tant pis, et de toute façon sur les réseaux sociaux c'est comme ça que ça se passe, mais on est tous très encouragés à intervenir, à faire de l'advocacy chacun à notre niveau. Mais ça va pas plus loin que ça, je m'entends. Il y a pas de fin d'année bonus ou point. Écoute, tu aurais pu faire plus sur Twitter, enfin des choses comme ça. Enfin ça rentre pas dans la Non, gestion, on pas va dire encore. des gens. On est pas. Alors, la loi Pacte que tu as citée tout à l'heure, 2009-19 en France, qui arrive en disant: «Il faut avoir une raison d'être». Et je voulais Mhm. savoir comment est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, et qu'est-ce que tu en penses de cette loi, quelque part? Moi, je pense que c'est absolument fondamental pour une entreprise de savoir ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. C'est ça qui lui donne du sens, c'est-à-dire qui donne du sens à la communauté et puis qui oriente la stratégie. La poursuite des résultats financiers à très court terme, ça ne peut pas fonctionner. On voit les entreprises qui fonctionnent réellement, c'est celles qui ont des stratégies de long terme. Et je lisais l'autre jour un post qui était intéressant, je ne sais plus si tu ne l'avais pas repris d'ailleurs, mais cette identité, c'est d'autres mots, détermine la stratégie, qui détermine les buts, qui détermine les plans. Mais si tu n'as pas l'identité au départ, tu n'as pas de boussole. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et tu ne gagnes pas d'argent. Ou si tu en gagnes, c'est quand même à court terme. Et quand on voit en France les grandes entreprises qui gagnent vraiment de l'argent, c'est des entreprises qui ont su construire un business sur le long terme. Ensuite, en ce qui concerne le groupe Rocher et donc aussi Petit Bateau, c'est l'histoire même du groupe, de son fondateur, qui est d'avoir créé un business pour sauver un territoire. D'avoir inventé la cosmétique végétale avec la conviction que c'est en reconnectant les gens à la nature qu'on allait les soigner et les rendre plus beaux et plus à l'aise. Donc finalement, quand Brice Rocher, le patron du groupe et le troisième génération de la famille, a décidé avec tout le monde d'être le première grande entreprise internationale française à être une entreprise à mission, il a dit on a finalement fait qu'actualiser d'un point de vue utiliser l'instrument juridique, mais on l'a toujours été. Et c'est assez vrai. Et je le dis avec beaucoup de facilité parce que c'est authentique. Et tous les employés du groupe, c'est pas du greenwashing, c'est tout le monde sait depuis toujours que Petit Bateau s'inscrit dans la durabilité, que la qualité est quelque chose sur lequel on ne transige pas. Et alors, chez Petit Bateau, nous, notre raison d'être, c'est connecter les enfants à la nature. Alors, ça peut paraître un tout petit peu plus distendu, si je puis dire, comme rapport. Mais ce qu'il faut voir, c'est que depuis toujours, Petit Bateau a une conception de l'enfance qui lui est propre. Pour nous, un enfant qui grandit, qui va se développer en créativité, en confiance en lui, qui va devenir un citoyen de la planète, c'est un enfant qui joue, c'est un enfant qui fait des bêtises, et quel plus beau terrain de jeu que la nature. Donc, c'est à la fois parce qu'on a cette conviction profonde de l'importance de la nature pour le développement de l'enfant, en plus le constat qu'il y a une rupture grandissante, une perte d'expérience de la nature de la part des enfants qui est absolument terrible. Je ne sais pas si Oui, toi tu l'as vécu en tant comme de famille, mais bien sûr. c'est très net.
Donc nous, c'est vraiment notre raison d'être et qui motive d'ailleurs, enfin, la durabilité, c'est à la fois la cause et la conséquence de tout ça. C'est en effet terrible, cette perdition de pouvoir jouer dans la boue, prendre des risques, oh là là, Et de se faire mal. Car en fait, c'est un bobo et ensuite c'est procès, quoi. C'est ouais, le style américain là-dedans. ouais, ouais. Je voulais te parler des boutiques, car on s'est parlé juste avant. Un peu, j'ai compris, de toute façon, vous avez boutiques dans les pays filiales Oui, qui sont propres à vous, avec donc une signalisation, démarcation qui est très notable et toujours reconnaissable. J'en ai connu plein, on a plein d'habits, des petits bateaux pour nos enfants dans la famille Dial. Mais dans cette période, évidemment, où on a eu les lockdowns et tout le reste, beaucoup de fermetures, beaucoup de difficultés dans le retail. Comment est-ce que vous avez vécu ça et quelles sont les perspectives à l'avenir pour les boutiques en total surtout chez Petit Bateau? et tu vois, on en a parlé tout à l'heure et à la réflexion, je voudrais d'abord dire qu'on a des équipes fantastiques. Je veux dire, sur le terrain, je me souviens très bien à la fin du premier lockdown, l'envie de s'y remettre, l'envie de retrouver le client, l'amour du produit, la motivation forte de la part des équipes. Je crois que ça, c'est déjà la première chose. Et c'est quand même quand on voit le stop and go, l'ouverture, le confinement, le déconfinement, ils ouvrent, ils ferment, à tous les niveaux, ça a Et les été protocoles, les et protocoles, le tout à fait. gel, le masque, Et les enfin, clients qui ne veulent pas s'y plier, et les clients qui veulent s'y plier, et le pass sanitaire. Je veux dire, c'est un métier qui n'était pas facile, qui est exigeant, hein, le retail, mais qui est devenu, depuis 18 mois environ, très difficile. Donc, équipe merveilleuse, beaucoup de proximité pour avoir justement ce sens de l'adaptation, essayer de donner du sens, d'autant plus que d'une certaine mesure, l'explosion du digital pendant toute cette période pourrait avoir donné l'impression qu'ils sont un peu les parents pauvres, etc. Donc on a beaucoup travaillé, au contraire, pour avoir une harmonie entre les différents circuits. Mais c'est vrai que moi, j'admire beaucoup la manière dont les équipes ont traversé ces semaines et la qualité du management qui les a maintenus motivés. Maintenant, je ne te cache pas que lockdown après lockdown, protocole après protocole, il y a une certaine lassitude, hein, quand même. donc je retiens quand Voilà. même, pour faire face à ce genre de lassitude, c'est une histoire de proximité, d'effort conscient Ouais. de comment garder l'énergie et l'enthousiasme. Mhm. Absolument. Alors, on en a profité aussi pour faire beaucoup de formations. On a fait en sorte que notre nouvelle plateforme de marque, qui est donc la modernisation, hein, c'est pas un changement, c'est pas une nouvelle marque, mais la modernisation qu'on a opérée descende à l'ensemble des collaborateurs, hein, que ça reste pas un truc de siège. Et ça a été quand même très apprécié. On a lancé un certain nombre de nouveaux services qui sont aussi le signe qu'on attend beaucoup, que les boutiques restent très importantes pour nous. Et ça, c'était, je pense, aussi très important. Aujourd'hui, on a un service de seconde main qui démarre dans les boutiques. C'est-à-dire que, non seulement il démarre, parce que ça fait quelques semaines, mais il démarre sur le point de départ, c'est les boutiques. Et pour nous, le point de départ, ça reste quand même beaucoup les boutiques. Et on a mis le paquet sur la com interne, sur la formation, avec des apps dédiées, avec un Facebook interne qui a vraiment pris, parce qu'il y a beaucoup de Facebook internes qui ne prennent pas. Là, en fait, on avait lancé une page Facebook pendant les confinements, mais qui avait tous les inconvénients d'être pas sécurisé, etc. Et on l'a transféré sur une app professionnelle et ça crée des effets de communauté sensationnels. Donc, si j'ai compris, donc vous avez commencé sur Facebook, ensuite vous l'avez basculé, Oui, donc pour oui, être plus sécuritaire, on va dire. absolument.
Alors, quelle est la clé de la gestion d'une communauté? Bah, c'est l'animation, hein. C'est pas la gestion, c'est l'animation. Oui, donc C'est-à-dire il que faut qu'il y ait des gens comme toi et d'autres qui posent des questions, qui agissent, qui montrent que c'est important et ah bah, et puis avec trouver le bon équilibre entre l'ouverture et la. Enfin, il faut à la fois apporter des informations, mais en même temps le laisser ouvert. euh, Faire des concours, donner des informations sérieuses. Il y a tout un. Et on n'est pas expert, hein, l'équipe a appris un peu en marchant, mais c'est remarquable parce que on parlait des boutiques, ça marche bien dans les boutiques, mais le succès plus extraordinaire, c'est dans les usines et les centres de distribution, qui sont des publics qui n'ont pas de téléphone professionnel, qui n'ont pas d'email professionnel, et pourtant qui s'en sont emparés pour poster. Il y a des concours cet été sur de petits bateaux pendant vos vacances dans des endroits insolites. Si vous voyez quelque chose qui vous fait penser à petit bateau, votre enfant, un paysage, voilà. Et ça entretient quand même la communauté au-delà du purement transactionnel. C'est ça qui est fondamental. Il y a eh tellement oui. de réseaux internes où il n'y a que des annonces de nomination et des communiqués de la direction que. Et quel est le rôle des dirigeants de petits bateaux sur cette communauté? Est-ce que parce qu'en fait, moi, j'ai toujours pensé, évidemment, ça prend du temps, mais que si le PDG il met son nez sur cette communauté, Très ben, souvent. ça Tu as porte tout à fait raison. l'importance. Oui, tout à fait. Alors, il intervient, il like, il commente, il se met en scène, il fait des petites vidéos de 3 4 minutes. Donc, c'est vraiment. Voilà, tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. Alors, on va essayer. Il y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. C'est beaucoup d'animation, hein. C'est rare que la petite équipe comme interne ne poste pas. Elles doivent poster quelque chose tous les 2 jours ou en tout cas lancer un concours, lancer un truc très très fréquemment. Alors si tu repars dans une historique avec, un groupe, hyper pressurisé sur le chiffre d'affaires, avec des actionnaires qui sont très court-termistes. Comment est-ce que tu justifies ces ressources? Parce que ça prend du temps, tu dois animer, tu dois en faire des concours, et tout ça, ça coûte combien, monsieur Bucaille? Hein? Pas grand-chose, c'est de la passion, il y a des investissements initiaux qui sont pas non plus considérables, mais la merveille de ce genre de. Si c'est authentique, c'est auto-généré. C'est pas toi qui va poster, pousser du contenu. C'est le contenu qui va être généré par les membres de la communauté. Donc, de ce point de vue-là, alors, bien sûr, tu peux dire, mais est-ce qu'ils font sur le temps de travail? Non, pas forcément, puisque c'est même pas sur leur matériel professionnel qu'ils interviennent. En plus. Donc, ça me coûte pas grand-chose. Et, et aujourd'hui, euh, des dirigeants qui ne comprennent pas la valeur d'avoir des employés engagés, je me pose un peu des questions quand même. Absolument, c'est comme, enfin, il y a la femme de Roosevelt qui a dit: «If you think» si vous pensez que l'éducation est chère, tentez l'ignorance et en l'occurrence là, si vous pensez que l'engagement est cher, tentez l'infidélité. Ouais, ouais. Bah, dans un monde de guerre des talents, enfin, il y a 2 risques. Le premier risque, c'est simplement d'avoir un fort turnover et de ne pas avoir les bonnes équipes, de ne pas développer les compétences et donc de courir après. Et je pense que le monde globalement est en train, en tout cas le monde occidental, est en train de vivre ça en ce moment. Un des effets du Covid montre que des secteurs entiers avaient sous-investi dans l'engagement et surprise, surprise. Alors, à Londres, c'est encore accentué par le Brexit, mais surprise, surprise, ben, les gens ont quitté leurs industries. Et le retail, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Ou alors, il y a la démission en interne, c'est-à-dire le désengagement sur place, la démission sur place.
Et ça, c'est aussi un risque qu'on peut avoir dans d'autres types de communautés, mais c'est ça qu'il faut éviter parce qu'en fait, tout le monde a du talent, tout le monde est capable d'inventer. Par exemple, dans un contexte industriel, même dans un contexte logistique, nous, les trésors de productivité qu'on est en train de découvrir en augmentant finalement le bien-être de nos collaborateurs, dans le cadre notamment de la transformation digitale, à la centrale d'expédition, c'est incroyable. Il y a vraiment un cercle vertueux. Et je ne veux pas paraître angélique, mais c'est véritable. Et ça rapporte de l'argent. Oui, Ça oui, et rapporte de puis, l'argent. enfin, moi, évidemment, j'en parle, et donc je pousse encore plus loin, je dis que les entreprises devaient enseigner, en tout cas renseigner, comment mieux dormir Oui, et être tu, perso, tu as raison. Ouais, ouais, tu as raison. Ouais. et parce que c'est une source de productivité incroyable. Juste pour terminer sur le retail stores, j'ai une dernière question après ça, mais sur les retail stores, donc tout le monde dit, dans l'espace de 2 jours, on a fait 20 ans de transformation digitale, etc. Enfin, plein d'exagérations autour de ça. En Chine, on voit comment, quand même, qu'on parle plus d'omnichannel, on parle de one channel, enfin juste le client, qui ou elle soit en boutique, en app, etc. Et puis, évidemment, j'imagine, en tout cas pour Petit Bateau, il y a eu une espèce de ruée sur l'e-commerce parce que magasin fermé et ou en tout cas la facilité, la convenience, la sécurité de l'e-commerce. Comment est-ce que vous gérez cette partie-là? Et est-ce que autant vous mettez de l'importance dans le retail boutiques, comme tu disais, mais en fait, il faut l'expliquer ça aux clients aussi, à moins qu'ils aient envie de. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Moi, je voudrais quand même noter que même si les gens ont les idées de plus en plus claires sur le one channel ou l'omnichannel, etc., il y a beaucoup d'investissements et beaucoup de travail organisationnel derrière. Hein. Et nous, on a eu la chance d'en faire des gros investissements avant la crise. Mais pour faire de l'omnicanal, ça ne se décrète pas, surtout pour des legacy companies, parce que si tu démarres à zéro, c'est facile, par exemple, si tu es digital native, d'ouvrir des boutiques et d'avoir one stock. Mais si tu as des boutiques et que tu as développé des commerces et que tout d'un coup, il faut que ta cliente, si elle ne trouve pas en boutique, elle puisse commander en ligne, ça, c'est très simple à conceptualiser. C'est extrêmement difficile à exécuter, à la fois au niveau des systèmes et dans l'engagement des gens sur le terrain. Donc, ensuite, on est en train quand même d'apprendre, mais on a l'intuition que les deux canaux sont complémentaires, que les gens vont en boutique pour des raisons et qu'ils vont en ligne pour d'autres raisons. Et là, il y a des interactions qui sont assez complexes. Alors moi, je ne les maîtrise pas complètement, c'est vraiment pas mon cœur de compétences, mais on a quand même le sentiment que même s'il va falloir qu'on adapte notre réseau retail, peut-être que faire un maillage un peu moins serré, il y a un rôle fondamental du retail, du contact humain, et à ce moment-là, ça nous donne une obligation, c'est d'être impeccable dans ce contact. Parce que si les gens se donnent le mal de venir en boutique, hein, Payer la stationnement, enfin, tout s'emmerde. voilà, c'est pas pour être déçu. Bon, il faut évidemment que l'expérience en ligne soit parfaite et on n'y est pas encore. Hein. Il y a énormément de zones de progrès. Pour des boîtes de taille moyenne comme Petit Bateau, c'est des gros investissements. Alors, je veux terminer sur une zone de compétences forte chez toi, qui est sur le futur du travail. Et donc, comme moi j'aime bien le décrire, il fut un temps, on savait qu'il fallait aller au bureau, Mhm. entre guillemets, parce que je mets à côté un peu les boutiques, les usines, mais enfin, de manière générale, chez L'Oréal, on va dire. Il fallait au bureau. Ensuite arrive Covid, hop, putain, là, il faut travailler à distance. OK. Dans les deux cas, en fait, c'était une évidence. C'était presque obligation. Maintenant, on a le choix qui se nomme hybride. Mhm. Et je pense que ce choix est extrêmement compliqué pour en avoir discuté un peu. Et alors, je voulais savoir comment vous y prenez par rapport à cette notion de choix hybride. Donc,
Work anywhere ou work au bureau? Oui. Alors, nous, on a embrassé l'hybride. Je pense qu'on avait une culture managériale qui était déjà plus permissive, plus ancrée dans la confiance que celle d'autres entreprises. Pour nous, l'idée de ne pas voir le collaborateur, peut-être parce qu'on a cette dualité entre Troyes et Paris, on était déjà un peu habitué à travailler à distance, hein, mais il y avait aussi une culture de confiance managériale qui était présente. Donc on a embrassé le confinement relativement facilement. Maintenant, où est-ce qu'on en est? On demande aux gens de venir, je vais dire pourquoi, 2 jours par semaine au bureau, toutes les semaines, 2 jours par semaine rester chez eux, et un jour, voilà, c'est en fonction des obligations. Je pense qu'on va rester un petit peu dans ce cadre-là, parce que pour 2 raisons. La première, c'est que il faut des routines, il faut des contraintes. Ça peut pas être chacun fait ce qui lui plaît. Pourquoi? Parce qu'on est dans une communauté. C'est comme dans une famille. On dîne à 8 heures, ben, on dîne pas les uns à 7 h moins le quart, les autres à 9 h 30, etc. Et pourquoi? C'est à la fois parce que c'est quand même plus facile d'organiser, mais c'est qu'il faut qu'on se voit. Et c'est un moment de convivialité. C'est un moment où il se passe. Alors ça, on l'a beaucoup écrit, hein, on l'a beaucoup lu. C'est toutes les interactions informelles qu'il y a dans la vie professionnelle qui font l'efficacité. On sait, on fait des listes de. C'est plus difficile, c'est possible, mais c'est plus difficile de brainstormer en ligne. On a fait des super brainstorms, on a fait des super formations, on a fait plein de choses, mais on sent bien. Et puis il y a tout l'informel. Alors, après, comment on va réussir à mettre ça en musique? Aujourd'hui, on n'a pas commencé en réalité, parce qu'on est toujours dans des périodes de déconfinement, etc. Ce qui va être difficile, et ça, moi, je, je- on sait que ça ne sert à rien de venir au bureau pour passer la journée devant l'écran en Zoom. C'est ridicule, autant rester chez soi. Donc, il va falloir qu'on accepte que les jours où tu viens dans le lieu commun, eh ben, tu perds ton temps, où tu es dans un temps d'un ordre 2, si je puis dire. C'est un temps différent, qui est plus difficile à quantifier, qui est plus difficile à planifier. Il faut essayer d'arriver, de mettre toutes les réunions qui ne sont pas des réunions des copiles flash ou des réunions des copros et des machins. Mais c'est difficile parce que euh, soit on arrive à ce que toute la boîte soit ensemble en même temps, mais évidemment, tout le monde a la tentation de réduire les espaces. Donc, il y a quand même un sous-texte évident qui est que derrière l'hybride, il y a aussi la réduction de l'empreinte immobilière. Il ne faut pas être naïf. Donc, concilier tout ça, à mon avis, ça va être le grand sujet de 2022. J'en suis plus que d'accord là-dessus et je pense que les gens ne saisissent pas la complexité de ces choix j'ai discuté avec un PDG récemment qu'il est allé au bureau, ils viennent d'ouvrir les bureaux, il est allé au bureau, il s'est trouvé à passer sa journée sur Zoom. À quoi ça sert? Eh ben oui et donc si c'est pas organisé, ben, c'est compliqué parce que et puis tu comme j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit Thomas, il faut des routines et des contraintes parce que vous êtes une communauté et en fait, quelque part, il y a toujours une contrepartie et l'idée de dire: «Ben, en faites comme vous voulez, tout est bon, tout est bien à faire». Ben non, il faut savoir imposer, avoir le courage d'imposer des limites, le courage d'avoir des contraintes et avoir ça unifié autour d'une mission. C'est comme ça que ça peut s'orienter et jamais sans défaut. Il y aura toujours des échecs, des ennuis, etc. Mais bon, voilà, c'est un gros sujet. Je crois aussi qu'il faut avoir le courage de l'accepter. C'est-à-dire que on peut avoir la tentation, et ça c'est une maladie professionnelle des ressources humaines, de tout contractualiser, de tout planifier, de tout prévoir, etc. Non, il faut qu'il y ait un peu de jeu dans tous les sens du terme, mais je pense plutôt à l'assemblage d'une mécanique. Il faut que ça soit, comment ça s'appelle, c'est tu sais, le livre qui explique le plaisir qu'il y a à faire de la mécanique, la réparation des motos, etc. Il faut que ça joue un peu, il faut que ça frotte un peu pour que ça s'ajuste.
Et ça, il faut qu'on ait le courage d'accepter de ne pas être bon du premier coup. Bah oui, si on veut faire de la perfection, on va pas commencer. Et voilà, l'échec, la valeur de l'échec, les leçons. Thomas, c'était génial. Je te remercie beaucoup pour cette C'est un plaisir conversation de discuter de tout ça. vive et transparente et franche. Comment est-ce que quelqu'un, parce que tu écris beaucoup, peut te suivre, peut voir ce que tu écris et ou te suivre par ailleurs? Et sinon, quel lien voudrais-tu mettre en Écoute, avant? à ce stade, sur LinkedIn, c'est déjà très sympa. Il faut que tu m'encourages là à me remettre à écrire. Voilà. Avec plaisir. Et je mettrai évidemment les liens vers petitbateau.fr Bien sûr. et .co UK et par ailleurs pour tous ceux qui ont cet appétit pour des beaux habits qui tiennent dans le temps, qui sont de qualité avec le Big Core qui arrive. Donc merci Pour beaucoup longtemps. Thomas. Allez, merci Minter et à très bientôt, j'espère. Salut. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still, I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman.